Bonjour à tous, bonjour à toutes, je m'appelle Sylvain, je suis développeur web et ça fait quelques années que j'utilise une librairie JavaScript qui s'appelle React et aujourd'hui je vais essayer de présenter, introduire React du mieux que je peux. Euh, Mon but c'est pas de montrer tous les détails de React ou c'est pas de faire une formation complète à propos de React. Ça va faire environ 4 ans que j'utilise React pour des projets personnels ainsi que durant mon travail au quotidien. Et j'aimerais juste vous présenter de manière rapide en quoi consiste React et pourquoi je pense que React c'est vachement cool. Bien sûr, il y a des alternatives à React, je reviendrai là-dessus plus tard. Mon but, c'est pas de dire que React est la solution à tout, c'est vraiment juste de vous faire une rapide présentation. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est React? Comme vous pouvez le voir sur la page qui est affichée en ce moment, c'est une bibliothèque JavaScript pour créer des interfaces utilisateurs. Alors, ils utilisent le terme bibliothèque, on pourrait remplacer ça par un synonyme comme librairie, une librairie JavaScript. Avec cette librairie JavaScript, vous allez pouvoir, si je peux résumer ça en quelques mots, si je devais l'expliquer à un ami développeur web, euh, ça permet de créer une interface web comme si tu écrivais du JavaScript mélangé à du HTML. Vraiment, en quelques mots, ça serait comment j'introduirais React. Donc vous allez voir, il y a un côté déclaratif, c'est ce qui est indiqué ici. C'est pour le côté HTML, je reviendrai là-dessus aussi. Et ça utilise des composants. Et c'est pas la seule librairie ou le seul framework qui utilise des composants, je sais qu'il y en a d'autres. Ce qui est bien que les composants, c'est un peu comme des balises HTML, ça permet de séparer votre logique dans ce que je pourrais comparer à des blocs de Lego. Et ces blocs de Lego, vous pourrez les utiliser où vous voulez dans votre application et les réutiliser à volonté. Ça permet vraiment une abstraction très, je dirais, je dirais simple. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est simple à réutiliser. Et simple à comprendre même qu'on a peu d'expérience avec React. Avant de continuer, j'aimerais juste dire que si vous parlez anglais, j'ai fait un petit guide qui permet de faire une introduction, qui va vous permettre d'accéder à des documentations gratuites, des vidéos, des articles et des livres pour apprendre le JavaScript moderne et React. Le problème, c'est que tout est en anglais. Je m'excuse, il y a très peu de ressources en français en ce moment, comparé si on compare aux ressources anglaises. C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo en français, c'est que je pense que euh, c'est pour un peu partager avec la communauté française le peu de savoir-faire que j'ai et ma petite expérience avec React. Je mettrai ce lien en description de la vidéo si vous êtes intéressé. Pendant mon introduction, j'ai parlé qu'il y avait des alternatives. Je dirais qu'il y en a deux très connues, c'est à la fois Vue et Angular. Donc Vue, c'est un framework, je dirais, qui appartient pas à une compagnie spéciale, qui est très open source. Je l'ai jamais utilisé, mais j'en ai beaucoup entendu parler en bien. Angular, c'est un framework qui a été créé par Google et qui a connu plusieurs versions. Par ailleurs, la première version d'Angular, c'est le premier framework que j'ai utilisé dans ma carrière professionnelle. Mais au lieu de passer à la deuxième itération de ce framework, j'ai préféré passer à React. Euh, Juste pour des raisons pas personnelles, je dirais parce que ça me plaisait mieux. Je me sentais mieux à l'époque, à ce moment T de ma carrière, j'avais un accès à plein de ressources qui m'ont plutôt donné envie d'apprendre React au lieu d'apprendre la deuxième version d'Angular. Mais ça, c'est vraiment
ma raison personnelle à moi, c'est je suis pas en train de dire que React c'est mieux que Vue ou Angular. Comme vous le savez en informatique, on peut résoudre les mêmes problèmes avec différentes solutions. Donc c'est vraiment le but, c'est pas de clasher les frameworks, c'est juste vous dire voilà, il y a des alternatives. Et peut-être qu'il y en a une qui est un peu moins connue qui s'appelle Svetel. J'en ai beaucoup entendu parler durant ces derniers mois. Voilà, c'est juste pour vous dire que React c'est pas la seule manière entre guillemets moderne de construire une interface utilisateur. Vous pouvez peut-être vous demander mais qui c'est qui utilise React? Alors déjà React a été créé par Facebook, donc il y a beaucoup de produits sur Facebook, sur Instagram et WhatsApp qui ont des parties codées en React. Mais il y a plein d'autres entreprises comme Google et Microsoft. Ils utilisent React sur plein de projets. Et bien sûr, il y a plein de développeurs en freelance ou des agences ou des startups, plein de petites et moyennes entreprises qui utilisent React dans le monde entier. Donc c'est pour ça que je pense que ça vaut le coup de s'investir dans l'apprentissage de React. Parce que je pense que ça peut vous donner beaucoup de plaisir et beaucoup de confort pour développer vos projets web. Mais aussi, ça pourra vous amener à avoir de bonnes opportunités professionnelles. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples. Par exemple, ce petit calculator, j'allais dire calculator, mais en fait, c'est de l'anglais. Cette petite calculette, je suis un utilisateur d'Android, mais je pense que c'est basé sur la calculette de iOS, si je me trompe pas. Et cette application est faite avec React, tout simplement. Donc pour ceux qui connaissent le terme, c'est une single page application. Donc c'est une page qui va télécharger on va dire tout un bundle JavaScript et qui va afficher ou render. Je suis désolé, il y aura beaucoup d'anglicismes. Je vais essayer de les éviter au maximum, mais je risque d'utiliser beaucoup d'anglicismes pendant ma présentation. Mais j'essaierai au maximum de trouver des équivalents français. Donc je disais, c'est une single page application qui est faite avec React. J'ai un autre exemple. Cette fois-ci, c'est carrément une boutique en ligne. C'est la boutique de Gatsby. Vous pouvez voir, on peut acheter des t-shirts, des chaussettes et des casquettes. Et toute cette boutique a été faite avec React. Et je reviendrai un peu plus tard sur qu'est-ce que c'est Gatsby. Je vous donnerai plus de détails parce que c'est pas juste React, c'est un peu plus que ça, mais je reviendrai plus tard là-dessus. Et là, en dernier exemple, je vais vous montrer, c'est la page admin d'un store Shopify. Et toute cette admin est faite avec React. Donc tous ces formulaires, cette navigation sur la gauche, tout ça, ça a été fait avec React. Donc le but de mes exemples, c'était de vous prouver qu'on peut faire plein de choses avec React. On peut faire des petites applications, comme vous pouvez faire une boutique en ligne ou toute une admin complexe qui pourrait vous permettre de gérer une boutique. Maintenant, je vous propose de tout simplement regarder du code. Et pour cela, j'ai préparé un petit exemple dans un site qui s'appelle Code Sandbox. Si vous voulez vraiment vous amuser avec React, je vous conseille d'y aller sur codesandbox.io. Ça va vous permettre de créer un environnement de travail sans que vous n'ayez aucune chose à installer sur votre ordinateur. Donc vous pouvez être sur Windows, Mac ou Linux, peu importe, et aussi peu importe le navigateur, à condition que vous utilisez quand même un navigateur qui soit assez moderne, pourrez essayer React. Je pense même que Code Sandbox vous permet aussi à des templates pour utiliser Angular ou Vue. C'est assez fantastique, je trouve, comme plateforme. Et ça vous retire toute la complexité d'installer de paramétrer votre environnement de travail sur votre machine. Et donc l'environnement actuel, pour le décrire rapidement, c'est un environnement qui me permet de créer une single page application avec React.
Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai un fichier index.js, c'est le point d'entrée de mon application. Et dedans, j'importe le React DOM. C'est une librairie c'est ce qui permet à React de rendre, de render, d'afficher votre application React dans un environnement de type page web, c'est-à-dire le DOM. Et donc ici, voilà, il y a 2 petites lignes de JavaScript où on va sélectionner, ça c'est vraiment du JavaScript de base, du vanilla JavaScript. Je sélectionne via un ID l'élément qui a l'ID root. Et là, je dis, est-ce que tu peux me render le mot salut dans ce root element. Si vous voulez voir d'où vient ce root, cet élément root, il est simplement ici. Là, vous voyez, j'ai mon fichier index. Donc, il est là, mon document HTML, et il est en preview sur la droite. Et vous pouvez voir ici, j'ai un élément div qui est vide et qui a l'ID root. Et c'est comme ça, on le sélectionne et après on dit à React, s'il te plaît, est-ce que tu peux render la string salut dedans. Alors ça, c'est vraiment simple comme exemple. C'est l'exemple le plus simple. Il y a une particularité de React, c'est que quand vous utilisez React, vous pouvez utiliser une syntaxe qui s'appelle le JSX. Pour ceux qui ne savent pas, ça s'écrit comme ça. Cette syntaxe est assez spéciale. Encore une fois, si je devais le résumer avec mes propres mots, et si je discutais avec un ami développeur web, je lui dirais que cette librairie, cette syntaxe te permet d'écrire du HTML et de le mélanger avec du JavaScript. Ça peut paraître un peu bizarre au début, mais vous allez voir, je trouve ça très satisfaisant et très simple une fois que vous avez pris l'habitude. Donc par exemple, ici, je pourrais retirer cette string et je pourrais dire avoir un élément P et réécrire salut dedans. Et bien sûr, là, il dit que React is not defined, c'est juste parce que j'ai juste ce commentaire à retirer. Et voilà. Et donc là, il me dit, on a vraiment le même résultat qu'avant. Sauf que cette fois-ci, tout à l'heure, il ne faisait que afficher la string salut. Maintenant, la string salut est affichée dans cette balise HTML de type paragraphe. Donc si par exemple je vais ouvrir ça l'aperçu dans une autre fenêtre et je vais l'inspecter. Et vous pouvez les voir ici, on retrouve l'ID root de tout à l'heure qui est dans mon index.html. Et là, c'est React qui a injecté, si on peut utiliser cette expression, a injecté cette balise HTML avec le mot salut à l'intérieur. Et ici, concrètement, je pourrais écrire toute mon application dans ce même fichier. Mais ça serait pas très pratique. Et j'ai rapidement évoqué le nom au début de cette vidéo. Il y a le concept de component qui vous permet donc de séparer votre logique et de séparer votre interface utilisateur dans des components, des composants séparés, ou components en anglais. Donc ici, vous allez voir, j'ai un component app que je vais importer et qui render exactement la même chose. Si je vais dans app, vous pouvez voir, c'est la même chose qui était affichée jusqu'à maintenant. Et il n'y a vraiment aucune syntaxe spéciale. C'est juste un composant, c'est simplement une fonction JavaScript. Il n'y a aucune syntaxe spéciale ici, c'est vraiment du JavaScript que n'importe quel développeur JavaScript pourrait lire. Et vous pouvez voir que je retourne la même string que tout à l'heure. Mais si je voudrais, je pourrais remplacer ça par encore la balise P et on aurait encore le même résultat. Et c'est ça, ici, c'est la partie JSX ou JSX que j'ai mentionné auparavant. C'est cette syntaxe qui est vraiment
très spécifique. Elle n'est pas liée à React. Je sais qu'il y a d'autres frameworks comme Vue. Je sais que ce framework permet d'utiliser la syntaxe JSX. Mais je pense que c'est, si je ne me trompe pas, en termes d'historique, c'est React qui a popularisé l'utilisation de cette syntaxe. Mais vous vous demandez, mais comment c'est possible ici ? Pourquoi, comment le navigateur peut comprendre cette syntaxe ici ? Sans rentrer dans les détails, des détails extrêmement techniques, et que je ne serais même pas capable de tout vous expliquer en détail, parce que dans mon travail au quotidien, je n'ai pas besoin de savoir ces détails-là. C'est pour ça qu'on a des outils qui permettent de le faire pour nous. Et là, je parle de Babel, par exemple. Donc, c'est-à-dire que ici, quand le projet va transpiler mon code, il va prendre cette notation JSX et il va la convertir dans un JavaScript que le navigateur peut comprendre. Et c'est l'outil qui permet ça, c'est Babel. Mais vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin, je vous montrerai plus tard, si vous voulez créer des applications React, vous n'aurez pas besoin, dans un premier temps, vous n'aurez pas besoin de setup par vous-même, de configurer par vous-même Babel. Je vous montrerai, il y a plein d'outils qui vont faire ça pour vous de manière très simple. Et si vous avez là, j'ai sélectionné, j'ai copié ce code et je vais le coller ici. Et là, c'est donc le code de mon application. Et là, c'est ce que Babel va générer pour le navigateur. Et vous pouvez voir ici, on retrouve la fonction app, qui est donc ici. Et ici, vous voyez qu'il utilise quelque chose qui s'appelle react.createElement. Et on reconnaît la balise P de tout à l'heure. Et à l'intérieur, on voit qu'il y a le mot salut. Et ça, c'est vraiment... et ça, c'est du JavaScript que vous pourrez écrire par vous-même. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, sur la page de la documentation officielle de React, j'avais parlé que du côté déclaratif de React, un peu comme si on écrivait du HTML. Donc c'est ça vraiment l'avantage de JSX. Et ici, là, on pouvait voir, il y a une manière vraiment impérative d'écrire du React. Mais j'imagine qu'il y a des projets qui ont dû être écrits comme ça, mais je vous le déconseille fortement, parce que je trouve ça vraiment il n'y a aucun intérêt à faire ça en fait. Ça retire toute la magie de React de mon point de vue. Mais la plupart des projets, vous allez voir, seront écrits de cette manière-là avec du JSX. Et quand je dis la plupart, je pense que c'est 99% des projets. Là, je vais copier-coller un petit bout de code que j'ai préécrit à l'avance. Et vous allez voir, là, c'est juste pour montrer que le JSX, ça ne se limite pas à juste une balise. Hein. On peut avoir plusieurs balises. Donc là, tout ça, ce sont des balises HTML, tout ce qui est plus normal. Donc j'ai ma section qui enveloppe un article, et dedans, j'ai un titre de niveau 1. Et rapidement, on peut juste regarder une dernière fois Babel. Après, promis, c'est la dernière fois qu'on regarde. Vous allez voir ici, Babel va d'abord créer un élément section. Et à l'intérieur, vous voyez, hop là, il va créer un article. Et dans cet article, il va créer un élément de type H1. Et dans cet élément, on va passer salut. Donc je vais fermer ça parce qu'on n'a vraiment plus besoin de le voir. Ça fait très peur. Si ça vous inquiétez pas, quand je travaille avec React au quotidien, je ne regarde jamais, je n'utilise jamais ce genre de preview Babel. Hein. C'est vraiment le but, c'était de vous montrer ce qui se passe en arrière-plan. Mais c'est vraiment à titre indicatif pour votre culture personnelle. Vous n'aurez pas besoin de ça quand vous allez développer des applications. Donc là, on a notre exemple, il a déjà beaucoup évolué. Et maintenant, j'aimerais bien ajouter à mon application un petit message, par exemple, pour dire, je vais dire par exemple, imaginez, j'ai un nom ici, là, et on va utiliser mon prénom à moi, qui s'appelle Sylvain, et j'aimerais dire, salut Sylvain. C'est très simple. Je peux simplement utiliser cette syntaxe ici, avec des
Alors en anglais, on dit des brackets. Je sais même plus comment on dit ça en français. Des parenthèses. Non, je sais plus. Plus du tout. J'aurais dû réviser ça avant de faire ma vidéo. Mais en anglais, on dit des brackets. Avec mon super accent. Bref. Et vous pouvez voir, ma variable JavaScript, elle va s'afficher juste à côté du mot salut. Et c'est rien de plus à faire. c'est assez simple, c'est assez direct. Et c'est ça que j'aime avec React, c'est que même si imaginez vous montrez ce code à quelqu'un qui n'a jamais fait de React, mais qui a quand même des bases en HTML et JavaScript, je pense que c'est très simple de comprendre ce qui se passe ici. Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais c'est parce que là c'est une application toute simple. Mais détrompez-vous, sur les codes que je vois en entreprise, oui, parfois, il faut l'avouer, des fois c'est très compliqué, il faut avoir beaucoup de contexte pour savoir ce qui se passe. Mais il y a beaucoup de composants React que je trouve qui sont très faciles, pas faciles, excusez-moi, simples à appréhender, même pour un développeur qui débute sa carrière et qui n'a pas trop pratiqué React pendant ses études ou sa carrière en tant que développeur web. Donc là, on a simplement l'affichage du prénom qui se fait. Et si vous voyez ici, j'ai un répertoire components où j'ai déjà prévu quelques components qu'on va utiliser dans ce projet. Donc si vous voyez bien ici, on a en termes d'arborescence du projet, on a le répertoire source qui contient donc app. Donc là, on a le point d'entrée index.js qui va importer app depuis le fichier app. Et ici, par exemple, je vais pouvoir faire import, je crois que c'est message. C'est hello, pardon, excusez-moi. C'est hello from components. Voilà. Et donc là, ce qui se passe, je demande, là, c'est même pas c'est React, c'est des modules JavaScript, tout simplement. Je lui dis, est-ce que tu peux aller me chercher le component hello dans mon répertoire local qui s'appelle components. Il va voir là, et ici, vous voyez, dans component, j'ai un fichier index qui exporte chaque component, dont le component hello. J'aimerais faire un petit commentaire avant qu'on regarde ce qui se passe dans hello. Vous avez remarqué que ici, j'ai fait un export default de app, et donc ici, je peux directement importer app de cette manière, sans ces fameuses brackets. Donc je ne sais toujours pas comment on appelle ça en français. Et les curly brackets, en plus, je crois qu'il faut dire. Et ici, vous voyez que je fais un import nommé, un name import. Là, il n'y a pas de différence entre les deux. Ça peut avoir un petit impact sur la performance d'importer comme ça depuis un fichier index, parce que là, il va importer tous les composants. Mais ça, c'est vraiment du détail, vous n'avez pas à vous inquiéter de ça pour le moment. Mais le fait de faire un export default ou un export de cette manière, un name export, je crois qu'il faut dire, ça n'a pas de différence, c'est plutôt une question de goût. Et moi, personnellement, je préfère opter pour ce genre de notation, parce que ça permet d'être sûr qu'on réutilise toujours les mêmes noms. Bref, je me retrouve on va aller regarder ce qui se passe dans le composant hello. Donc vous pouvez voir ici, j'exporte hello from hello, c'est très simple. Et là, j'ai un nouveau component. Et là, il se passe plusieurs choses, ne paniquez pas, je vais tout vous expliquer. Vous allez voir que d'abord, peut-être avant de vous expliquer, excusez-moi, on va utiliser ce composant. Comme ça, vous allez voir ce qu'il fait, et ensuite, on va pouvoir vous expliquer. Là, je rajoute donc hello dans mon JSX. Et vous pouvez voir là, c'est écrit, il dit plus salut, mais maintenant il est un peu plus poli. Mon application est plus polie, elle va dire bonjour Sylvain. Et ici, vous pouvez voir que j'ai remplacé donc l'ancien code. Donc c'était écrit, j'avais une balise H1 qui disait salut Sylvain. Au fait, j'aurais aussi pu avoir simplement quelque chose comme ça. Ça marche aussi, sauf que là, on n'est plus dans un H1,
on perd la sémantique HTML, mais c'est totalement valide et écrire comme ça. Et maintenant, on l'a remplacé par ce component hello. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai essayé de vous dire en début de vidéo aussi. Cette idée que vous pouvez séparer votre logique dans des fichiers séparés qu'on appelle des components. Et ces components sont comme des blocs de Lego. Et vous pouvez les mettre où vous voulez. Par exemple, vous savez, je l'ai mis ici. Oula, excusez-moi. Là, je vais sélectionner ce code. Et je peux le répéter juste en dessous. Et ça va répéter. Il y aura deux H1 qui disent bonjour Sylvain. Et je pourrais même l'avoir hors de l'article. Ça ne change rien. Et donc c'est ça, je dirais, la base d'un component. C'est vraiment un bout de code que vous pourrez réutiliser partout dans votre application. Et ce qui est bien, c'est, imaginez, on est plusieurs personnes à travailler sur cette application très complexe qui dit bonjour Sylvain. Peut-être que j'ai une personne dans mon équipe qui a implémenté ce composant hello. Et moi, j'aurais juste à l'importer et à l'utiliser comme ça. Et peut-être qu'il y a une documentation quelque part où je regarde rapidement le code et je me dirais comment on l'utilise, comment je peux dire qu'il faut afficher Sylvain. J'aurais un peu de documentation à lire pour m'instruire comment utiliser, c'est quoi l'interface de ce composant, comment je peux communiquer avec ce composant. Mais après, j'aurais plus qu'à l'utiliser où je veux, sans me soucier de c'est quoi les détails de l'implémentation de ce composant. C'est ça qui est aussi bien avec React. Ça veut dire aussi, je pourrais importer je dis que là, ça peut être un coéquipier qui l'a implémenté, mais ça pourrait être un composant que j'importe depuis une librairie qui est disponible sur NPM, par exemple. Donc maintenant, là, vous vous dites, mais attendez, là, qu'est-ce que c'est là, ce name ici, là? Je comprends pas comment ça marche. Peut-être que vous vous en doutez. C'est que, en fait, name, je le passe au composant hello et via ce qu'on appelle des props. Alors, props, c'est une manière abrégée de dire properties. En français, on pourrait dire des propriétés. Donc, vous avez vu, la syntaxe rappelle fortement les attributs HTML. Je pense que vous avez déjà, si vous avez fait un peu de HTML, vous avez déjà vu par exemple, un input. Vous avez des fois le type submit. Et je vais rapidement illustrer ça. Vous avez sûrement déjà fait quelque chose comme ça. Quand vous avez fait un formulaire HTML, vous avez écrit quelque chose comme ça. Là, on appelle ça un attribut HTML. Ici, vous allez dire, je crois que même si ici, il parle de JSX attribute, ou moi, je parle de property, de prop. Peu importe le nom que vous leur donnez. Ça permet en fait à un composant, donc là on est dans un composant app pardon. Comme vous voyez ici, là c'est vraiment, il y a du JSX ici, je demande à React de render mon composant app dans mon root element. Et ce composant app, il a cette structure ici, et dans cette structure il fait appel au composant hello. Et le composant hello a lui-même sa propre structure. Et donc, il a des props. Donc, les props, toutes ces props ici, si je retourne en app, j'ai par exemple name, et je pourrais dire aussi age, et j'ai 31 ans. Et je pourrais dire, regardez, là, you are, et je vais dire props.age, 31 years old. Voilà. Tout simplement. Donc là, vous avez vu, j'ai tout simplement rajouté une prop à mon composant hello. Et c'est ça qui est, encore une fois, qui est super bien avec React, c'est cette manière, je trouve, c'est assez naturel de comment un composant parent va discuter avec un composant enfant. Et il y a un autre point aussi que j'aimerais vous montrer. C'est, attendez, on va peut-être retirer ça pour un peu juste simplifier la vue. Là, c'était juste pour vous présenter les props. Je vais juste les supprimer
la prop age. On va juste utiliser name pour l'instant. Et vous pouvez le voir ici, là, j'ai une condition, et encore une fois, ça c'est du JavaScript de base. Hein. C'est pas du tout de la... rien à voir avec... c'est pas du JSX, quelque chose de spécial introduit par React. On peut voir que on appelle ça, c'est du... alors je vais vous la faire en anglais, et après je vais essayer de traduire, c'est du conditional rendering. Donc ça veut dire que c'est une manière... c'est comment React va afficher va afficher le composant basé sur une condition. Donc ici, on regarde est-ce que name, la property name, donc la propriété nom, est-ce elle existe ou pas. Là, c'est vraiment du JavaScript. Ça pourrait être, par exemple, c'est l'équivalent de faire quelque chose comme ça. Là, on pourrait dire, c'est vraiment comme si on écrivait un genre de booléen. C'est vraiment la même chose. Et si cette condition est vérifiée, c'est-à-dire si elle est truly, entre guillemets, elle est vraie, on va retourner ça. Et ici, vous avez, il y a un cas par défaut, sinon, qui dit salut étranger. Et si je le fais comme ça, vous pouvez voir, ça dit salut étranger. Donc vous pouvez voir ici, il n'y a pas de name. Donc il va par défaut afficher cette string ici. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous allez faire très souvent si vous faites du React, ça s'appelle le conditional rendering. C'est vraiment très courant comme façon de faire. Et vous pourriez simplement aussi avoir cette structure, ça reviendrait au même. Donc là, on pourrait parler de early return ici. Tiens, est-ce que name est présent? Si oui, alors on retourne ça. Et donc ici, ce JavaScript ne sera pas exécuté. En tout cas, si name est présent, cette partie du composant va être ignorée. Et s'il n'est pas présent, on va se retrouver à la ligne 8. Et là, on va dire, OK, on va afficher salut étranger. C'est aussi simple que ça. Et ça, vraiment, peut-être que je radote un peu, mais c'est ce que j'aime bien dans React, c'est que, encore une fois, c'est assez... forcément, vous allez peut-être des fois tomber sur des codebases qui sont très brouillons ou qui ont énormément de complexité. Vous inquiétez pas, avec de l'expérience, vous allez apprendre à lire ces fonctions. Plus vous aurez de contexte et d'expérience, vous serez plus à l'aise quand vous allez être face à des composants assez complexes et gros. Mais sinon, même à mon quotidien, on essaye toujours d'avoir ce genre de logique assez simple. Parce que ça permet vraiment, encore une fois, il y a ce côté déclaratif de React qui permet en un coup d'œil de savoir à quoi s'attendre avec ce composant. Et c'est vraiment très confortable comme expérience, je trouve. Ok. Donc là, on a vu les composants, on a vu comment créer et importer un composant, c'est juste une fonction. Et on a vu aussi comment communiquer entre composants. Ainsi, on a aussi vu là, juste à l'instant, on a vu le conditional rendering. Mais là, vous allez me dire, mais ça serait bien que cette variable ici soit dynamique. Et on pourrait essayer d'avoir, par exemple, une fonction avec un input, et c'est ce qu'on va faire. On va essayer d'avoir un input ici qui en dessous de mon message, qui me permettrait de saisir le nom que je souhaite s'afficher. Mais avant de ça, j'aimerais vous parler de la notion de state. Alors la notion de state dans un composant React, elle vous permet d'avoir une valeur qu'une fois qu'elle va changer, ça va re-render le composant React. Alors qu'est-ce que j'entends par re-render ? Sans rentrer trop dans les détails, et pour être honnête, je ne pourrais pas vous donner en détail comment fonctionne React en arrière-plan. Parce qu'il y a tout un travail, vous savez, il y a un concept de dôme virtuel qui permet justement d'avoir des bonnes performances dans votre application. Je ne souhaite pas rentrer dans ces détails-là parce que je pense que quand on est débutant et qu'on veut coder une application React pour la première fois, et même moi au quotidien, je me soucie pas trop de ces détails-là. C'est bon de le savoir au bout d'un moment parce que c'est toujours bien pour votre culture de savoir comment vos outils fonctionnent.
Mais au début, vous n'avez pas besoin de savoir ça. Mais il faut savoir, faut comprendre, c'est quand est-ce que, si jamais j'ai mon prénom là qui change, comment React ou ma page web sait qu'elle doit, on va dire, rafraîchir, entre guillemets, hein, là, j'ai vraiment des grosses guillemets, rafraîchir ma page. Et c'est via le state. Donc d'abord, je vais rapidement vous montrer un composant qui s'appelle name, qui me permet de saisir mon prénom. Donc là, encore une fois, c'est très assez simple à lire, je pense. Vous allez peut-être remarquer une petite différence entre hello et name. Ici, je vois que vous avez l'objet props qui me permet d'accéder à name, et on pouvait aussi accéder à age. Donc c'est un objet JavaScript, tout ce qu'il y a plus de normal. Ici, vous allez voir, simplement j'ai utilisé la déstructuration. Donc je pourrais faire comme ça et utiliser ici props.name et props.setName. Mais je préfère utiliser la déstructuration pour ne pas avoir répété props à chaque fois. C'est juste mon goût personnel. Vous pouvez faire comme vous voulez. Et vous allez voir ici, j'ai un label, une balise label avec le mot prénom, et suivi d'un label de type input qui va prendre name comme valeur. Donc ça sera mon nom, par exemple ça pourrait être Sylvain. Et là vous avez l'événement onChange. Et dans cette property ici, je passe une fonction. Et cette fonction, encore une fois, ça c'est vraiment, je pense que si vous regardez la documentation de la balise input, vous allez voir que vous pouvez utiliser onChange dans un document HTML sans React. Hein. Et vous verrez que quand, à chaque fois que la valeur change, c'est-à-dire que l'utilisateur va taper quelque chose dans l'input, ça va trigger, ça va trigger, je sais pas comment dire, déclencher un événement qui va contenir une référence vers la cible, la target, c'est la current target, c'est la cible courante. Et donc event, c'est l'événement. La current target, ça sera, dans notre cas précis, ça sera l'élément input, donc l'élément HTML de type input, et la valeur, donc c'est la valeur qui vient d'être tapée. Et là, je dis à mon composant, tu as reçu une property qui s'appelle setName, et tu vas utiliser cette property pour, tout simplement, c'est comme un setter dans une classe qui va, donc c'est une fonction qui va enregistrer le nouveau prénom. Donc je vais le mettre, vous allez voir, je vais l'importer maintenant. Donc non, c'est pas hello, c'est name, excusez-moi. Et donc j'ai name ici. Il va avoir donc encore une fois la property name. Et j'ai setName. Dans un premier temps, setName, ça va être juste une fonction qui ne fait rien. Et on va remplacer ça très prochainement. Et là, vous voyez, donc j'ai mon composant qui s'affiche. Et si j'essaie de taper, il ne se passe rien. Parce que setName, c'est juste une fonction vide. Et on pourrait se dire, par exemple, je vais mettre... je pourrais dire, ah tiens, je transforme mon const en let. Et je pourrais dire, ici, j'ai le next name. Et je pourrais dire, name égale next name. On va faire quelque chose comme ça. Et si vous voyez ici, il ne se passe rien. Et ça peut paraître très abstrait. C'est normal si vous ne vous sentez pas très confortable en voyant ça. Parce que c'est un concept que même, je trouve, à expliquer, c'est pas très simple à expliquer aussi. En fait, React, dites-vous que je vous ai parlé d'un DOM virtuel auparavant. Il a toute une logique pour savoir quand il doit, entre guillemets, rafraîchir l'arborescence de l'application. Et quand je dis l'arborescence, ça peut être toute l'arborescence ou juste une petite partie. Par exemple, ici, je pourrais m'attendre à ce qu'il change, quand je tape, ici, il devrait changer au moins mon prénom ici. Et ça, c'est le concept de state que j'ai rapidement évoqué, je crois, il y a quelques minutes.
Et je vais vous montrer comment utiliser ça. On va faire... Je vais vous l'écrire et après je vais vous expliquer. Donc là, je récupère le name. Je récupère encore un setter. Je vais vous expliquer, paniquez pas. Et là, j'utilise useState. Et je passe une string vide en paramètre... en paramètre par défaut. Donc, et là, vous voyez que mon application a changé parce que maintenant, name, on dirait que name n'existe plus. C'est normal, je l'ai remplacé et il va avoir cette valeur par défaut. Et donc maintenant, il écrit salut à étranger. Et ici, vous voyez, il y a mon input est vide. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on appelle un hook. Un hook comme ceci, H-O-O-K en anglais. Alors, comment traduire ça en français? Je sais, un crochet, un hameçon peut-être. Le hook, c'est un peu, je dirais que c'est une partie assez, pour un débutant, c'est une partie qui peut être assez compliquée à appréhender. Je vous invite vraiment, je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, c'est vraiment juste cette vidéo a pour but de vous faire découvrir React un petit peu et peut-être vous donner quelques tips et quelques trucs et astuces, pardon. Et je vous invite vraiment à regarder la documentation officielle de React. Et plus tard, en fin de vidéo, je vous donnerai des liens pour des formations plus complètes. Là, on va vraiment survoler le concept de hook. Et donc, le hook qui s'appelle ici useState, il y a plusieurs hooks. Mais aujourd'hui, on va juste s'intéresser au hook qui s'appelle useState. Ce hook vous permet d'avoir un state dans votre composant. Et ce state, il vous permet de sauvegarder une variable. Ici, ça sera la variable name. Et de dire à React, si cette variable change, et la seule manière de changer cette variable, c'est d'utiliser setName, et pas de faire cette chose ici, parce que le state est censé être immuable. C'est-à-dire immuable, ça veut dire vous ne pouvez pas changer la variable. Elle doit toujours, c'est même une const ici, mais même si je faisais un let, n'essayez pas de changer de name de cette façon. C'est vraiment fortement déconseillé, voire même interdit. La seule manière de changer la valeur de name, c'est d'utiliser ce setName. Set, en français, on pourrait dire changer nom. On pourrait traduire cette fonction par changer le nom, changer la valeur de name. Donc ici, je peux remplacer ma petite logique temporaire ici par setName. Hop là, avec une majuscule. Et en fait, je peux même faire comme ça. Hop là. Et maintenant, si je tape quelque chose, voilà, vous allez voir, c'est magique. L'application fonctionne comme on l'a vu. Et si je supprime, on revient, vous avez Hello là qui redevient, rappelez-vous, quand il n'y a pas de nom, on va écrire Salut l'étranger. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? On va faire ligne par ligne, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Ici, j'utilise React useState. Donc, React, c'est vraiment la librairie React qui m'expose ce hook qui s'appelle useState. Un state, là, c'est une string, mais ça pourrait être un objet JavaScript, ça pourrait être un chiffre, ça pourrait être un tableau, ça pourrait être n'importe quelle primitive que vous souhaitez, ou un booléen aussi. Ici, c'est une string. useState va retourner un tableau. Alors ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça que l'API fonctionne. Et ce tableau, on va le déstructurer. Donc ça veut dire que, vous savez, ici j'ai vraiment un tableau ici. Et le tableau, le premier élément, je pourrais dire quelque chose comme ça. Vous voyez, j'aurais heuré 0. C'est la première fois que j'écris ça. Mais c'est vraiment pour l'exemple, pour que vous compreniez. Un peu là, peut-être que vous n'êtes pas habitué à ce genre de syntaxe. Et là, si vous avez vu, là, je teste et ça refonctionne. Donc là, j'ai mon array. Mais là, ça, c'est vraiment, ne faites pas ça, c'est illisible. C'est vraiment pas terrible. Ce qui est bien là, c'est que vous pouvez déstructurer avec cette notation JavaScript. Et donc, je vais créer une variable name et une variable setName.
Donc la variable name ici, elle contient une string, et setName ici va contenir une fonction qui permet de changer donc la valeur du state. Et vous vous rappelez des properties, c'est ce qui permet à un composant de communiquer avec un enfant. Et ben ici, on va passer la valeur de name au composant name. Et ici, le setName, donc la fonction qui permet de changer le state, on le passe à name. Et rappelez-vous, dans name, qu'est-ce qui se passe? On va mettre la valeur name ici. C'est ce qui permet donc, quand la valeur change, de voir la string s'afficher ici. Donc je passe la name à la value de mon input. Et onChange, vous voyez qu'il appelle setName. Et donc ici, c'est là qu'on va déclencher le changement de state. Et c'est ce qui permet de dire à tout React, mais il faut changer, il faut re-render ce composant. Quand vous faites un changement de state, là, le fait d'appeler setName, ça va dire au composant app, il faut que je re-render. Hein. C'est comme quand je dis re-render, c'est ça signifie. Et il faut re-render ou se réafficher. Je ne sais pas comment on pourrait traduire. Se re-rendre, se réafficher. Et donc c'est recommencer toute cette logique depuis le début ici. Donc comme si la fonction app devait être réexécutée à peu près. C'est comme ça que je le vois dans mon imagination. Quand il y a un re-render qui se passe, je me dis que la fonction app va être réexécutée une nouvelle fois. Et donc elle va arriver à la ligne 6. Et c'est là qu'il y a la magie de use state, du hook use state. C'est que ils vont se rappeler de la nouvelle valeur de name, par exemple. Donc là, imaginez, je rafraîchis ma page. C'est le statut par défaut. Et le composant app a été render une fois. Et là, à chaque fois que je vais taper une lettre, à chaque fois que je vais taper une lettre, ça va re-render mon composant app. Et donc, lorsqu'il y a un re-render, il va réexécuter chaque ligne. Et là, il va se rappeler donc de la valeur de name. Et il va re-afficher toute mon arborescence. Et par exemple, ici, j'ai un component hello qui va détecter que la propriété name, elle a changé. Et donc, le fait que name ne soit plus la même valeur qu'avant, il va aussi re-render ce composant-là. Donc ici aussi, on va refaire toute la logique ici. Et enfin, par défaut, il va forcément aller dans hello et regarder ce qui se passe ici. Il va repasser là. Mais rappelez-vous, je vous avais parlé du dôme virtuel. C'est est-ce qu'à un moment, il doit la changer, la valeur bonjour Sylvain ou salut étranger. Et là, il va dire, ah oui, non, mais là, la propriété a changé, donc il faut vraiment que j'update le dôme avec la nouvelle valeur ici. Si par exemple, je vais vous faire un autre exemple ici, pour illustrer ça. Je pense pouvoir vous l'illustrer comme ça avec les DevTools de Chrome. Là, j'ai un exemple très particulier. Vous voyez, là, ici, hello, elle aura toujours salut l'étranger parce que je ne passe jamais la valeur name. Et vous pouvez voir quand je tape, le fait que... c'est même encore mieux que j'imaginais. Je pense qu'il allait tout re-render ici, mais en fait, vous regardez, il ne fait que... Là, vous voyez, dans le dôme, il n'y a que la partie de Sylvain qui est re-render. Et bien sûr, il y a la valeur, vous avez vu, la valeur va changer. Et pas le reste de mon dôme. Et c'est ça c'est là aussi qui est, je dirais, la puissance de React. Et bien sûr, chaque framework, j'imagine, a sa propre façon de gérer ce genre d'événement.
enfin comment le DOM doit être updaté. Et c'est ça la force de React, c'est en arrière-plan, sans que nous, en tant que développeurs, on ait quoi que ce soit à faire, React va savoir que, ah ok, j'ai donc le nom qui a changé, et je vais devoir re-render cette partie ici, dans le DOM. Et ça, c'est parce que, en arrière-plan, React a une représentation virtuelle du vrai DOM, on appelle ça le Virtual DOM. Et ça permet, c'est ce qui permet toute cette magie. Si vous voulez savoir un peu plus sur le DOM virtuel, et pour chaque concept que je vous présente, bien sûr, allez voir la documentation officielle. Hein, c'est vraiment la meilleure source pour creuser plus en profondeur ce concept. Donc là, je vais faire un peu le ménage. On avait Hello, on va rester comme ça. Voilà. Donc là, je vous ai présenté, on a regardé comment afficher un message avec du conditional rendering. Là, on a un input, on a un name, et on utilise un state pour changer la valeur de mon nom. Et on a regardé aussi que quand on tape, qu'est-ce qui change en réalité dans le DOM? Qu'est-ce qui est re-render? Donc, excusez-moi, je pense que pour être sûr que je suis d'être clair, il y a le render de React. C'est même à mon travail, je vous avoue que des fois, je m'en mêle les pinceaux quand je parle de ça. Il y a le render de React qui va savoir c'est quoi quel est le state en cours et selon la valeur du state et selon la valeur des properties. Donc, rappelez-vous, il y a deux façons de trigger un re-render en React. C'est une propriété qui va changer, comme ici name. Là, si name change, hello va re-render. Enfin, on va, vous savez, réexécuter ce code ici, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est vraiment comment je le visualise dans mon imagination. Hein. C'est vraiment pas une explication parfaite de ce qui se passe vraiment. Donc, les changements de state et les changements de properties vont déclencher un re-render. Et suite à cela, il y a le React va savoir s'il doit, encore une fois, j'ai utilisé le mot render, mais là, render en termes de DOM, en termes de HTML pur, dans votre document HTML, qu'est-ce qui doit être re-render? Et ça, toute cette partie, elle est un peu invisible. Et toute l'optimisation qu'il y a derrière ça, vous n'avez pas, dans un premier temps, vous n'aurez pas à vous en soucier. Bien sûr, si vous regardez un peu plus la documentation, il y a des API, il y a des manières de forcer un composant de se re-render, etc. Enfin, ça, vous verrez plus en détail quand vous en aurez besoin. Mais en tant que débutant, c'est pas la peine de regarder ça aujourd'hui. Juste pour vous présenter rapidement le concept de liste, parce que je pense que c'est quelque chose qui arrive très souvent quand on développe des applications. On fait souvent des formulaires, on affiche du texte et on affiche souvent des listes aussi. Et j'ai fait un composant list et qui a une property list. Et cette property, c'est un array, un tableau en JavaScript qui contient des objets. Et ces objets, ils ont un ID et un nom. Et ici, là, vous allez dire, mais tiens, c'est bizarre cette notation. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec .map. .map, c'est ce qu'on appelle une higher order function. C'est encore une fois, c'est pas lié à React, c'est encore du vanilla JavaScript. Donc, quand vous avez un tableau en JavaScript, vous avez accès à cette fonction map. C'est comparable à d'autres fonctions comme for each ou radius ou filter aussi. Et .map, qu'est-ce que ça fait? C'est elle va itérer dans tous les items de votre tableau et retourner un tableau. Donc cette ligne cette expression de JavaScript ici
va retourner à un tableau. Et ce tableau, il sera composé de quoi? Il sera composé de ces éléments JSX ici, qui sont des balises de liste dans lesquelles j'affiche le nom. Et j'utilise aussi, je leur donne une valeur de clé. Alors, ça, c'est un concept, une clé React. C'est vraiment... là, c'est lié vraiment à React. Ça, c'est pas du tout... quand vous affichez une liste, je sais pas, en HTML avec jQuery, je ne sais pas, vous n'avez pas besoin de faire ça. En fait, cette key, pour faire simple, ça permet à React d'identifier chacun des items de votre tableau. C'est vraiment la key elle doit vraiment être unique. Donc des fois, certaines personnes, elles vont utiliser l'index ici. C'est fortement déconseillé d'utiliser l'index comme key, parce que ça peut créer vraiment parce que votre tableau peut-être qu'il va à un moment être filtré et il y aura moins d'éléments, donc l'élément qui avait auparavant l'index 3 va se retrouver avec l'index 2, etc. Ça peut créer des gros problèmes d'optimisation et de performance. Donc ce que je conseille fortement, c'est quand vous avez des listes, c'est d'utiliser un identifiant unique. Si vous êtes sûr et certain que par exemple le name ici est unique, peut-être par exemple vous allez utiliser une librairie comme Lodash pour rendre votre tableau unique, vous pouvez aussi simplement faire quelque chose comme ça. Mais dans mon exemple, j'ai décidé d'avoir un ID. Et on va faire comme pour tous les composants qu'on a vus jusqu'à maintenant. Je vais l'importer. Et je vais avoir ma liste comme ça. Et là, il me fait, vous savez, cannot read property map of undefined. Alors, on pourrait avoir quelque chose comme dans Hello, qui dit tiens, est-ce que ma liste est définie ou est-ce qu'elle a des items, et on pourrait afficher on va le faire, regardez, if list n'existe pas, je return nul. Et nul, c'est, on pourrait avoir une nul, c'est un peu comme si vous voulez retourner une string vide. C'est considéré nul, c'est considéré comme un composant valide. Donc un composant React, ça peut être soit du JSX comme ça, ça peut être soit une string comme on l'avait vu au tout début, vous savez, quand on avait écrit salut, et ça peut être nul aussi. Ça, vous allez souvent faire ça, parce que des fois, par exemple, quand certaines conditions sont rencontrées, comme c'est le cas maintenant, on veut rien afficher, et vous allez return nul. Et maintenant, alors on va afficher en termes de liste, pourquoi pas afficher une liste de couleurs, vraiment aussi simple. Et donc on aura l'ID 1 et couleur noire, et je peux avoir peut-être l'ID 2, excusez-moi, l'ID 2 sera la couleur rouge. Et j'ai fait une... excusez-moi. Hop là. Donc là, j'ai un tableau d'objets. Chaque objet a une valeur name et une valeur ID. Et j'ai mes colors. Et est-ce que le nom de la propriété, c'est list. Et là, je fais list égale colors. Et vous allez voir, j'ai ma liste ordonnée qui s'affiche ici. Et bien sûr, on pourrait très bien avoir un useState ici qui permettrait de redéfinir le tableau colors via un formulaire qui permettrait donc d'avoir une liste dynamique. On va pas le faire aujourd'hui, mais tout ça, ça serait possible. Donc voilà. Voilà comment on peut afficher une liste. Et vraiment les deux choses que je voulais montrer ici, c'est qu'on pouvait utiliser cette... Il n'y a pas de syntaxe
spécifiques à React. Parce que je sais que certains frameworks comme Angular, je me rappelle, ils ont des syntaxes spécifiques pour itérer dans leur template. Et sinon, vous écrivez vraiment, c'est que du JavaScript. Et il y a aussi ce petit élément key à se rappeler quand vous créez ce genre de liste. Donc tout ça c'est cool, mais notre application elle est pas terrible quoi. Elle n'a pas vraiment de style. Vous devez demander, mais comment on peut styler en React? C'est vraiment très simple et je vais vous montrer dans Hello. Je vais vraiment faire un exemple très simple. Regardez, encore une fois, je crois en HTML, on ferait quelque chose comme ça. Color red. Mais ça, c'est pas possible. Ça serait du HTML valide, mais c'est pour ça que JSX, c'est pas vraiment du HTML, mais ça ressemble beaucoup à du HTML. Et là, vous voyez, il y a un warning qui dit Style prop value must be an object, c'est-à-dire que style doit être un objet JavaScript. Donc, on peut l'écrire comme ça. Color, excusez-moi, et je veux red. Et là, c'est parce qu'il n'y a pas de... Salut l'étranger, il n'y a pas de style. Et là, je vais vous montrer, c'est Sylvain. Et là, vous voyez, Sylvain est en rouge. Et regardez, je pourrais même faire quelque chose comme ça. Avoir mon const style. Sauvegarder comme ça. Et le passer même à salut l'étranger si je le veux. Et comme ça, le style est partagé. Et on pourrait avoir ça, par exemple, vous pouvez avoir cet objet dans un module séparé que vous pourrez importer et partager dans tous vos composants. Et bien sûr, là j'ai mis une color, mais je pourrais aussi avoir un background, un truc bien horrible, yellow, voilà. C'est horrible, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Donc, vous pourrez toutes les propriétés CSS, vous pouvez les définir ici. La seule chose à savoir, je crois que c'est du camel case. Vous pouvez pas avoir de petits traits d'union. Vous devez utiliser du camel case pour ce genre de notation si vous voulez écrire votre style. Je vais faire juste une petite parenthèse avant de parler du style. Vous avez vu que là, name, je le passais comme ça via la variable du name. Je peux très bien aussi la passer comme ça de manière directe. Hein. Je pourrais très bien écrire ici « Salut Sylvain ». Bien sûr, ici, là, maintenant, mon input et mon message ne sont plus connectés par le même state. Maintenant, là, « Bonjour Sylvain », on va dire c'est fixe, ça va être comme ça, toujours render de cette façon. Voilà, c'était juste pour vous montrer que c'est vraiment... Et donc, on peut, de la même manière, je pourrais écrire 1, 2, 3 ici. Et ça dirait bonjour 1, 2, 3. Et je pense que je pourrais aussi passer true et ça me dirait bonjour. Alors true, ça va pas être render, mais ça reste imaginons on a un booléen, une propriété booléen, je pourrais directement l'inline comme ça. Donc dans Hello, voilà, on avait vu comment déclarer un objet de style. C'est une façon de faire. Selon la taille de votre application, peut-être que ça vous suffira d'avoir ce genre de style. Sachez que vous pouvez aussi avoir une feuille CSS classique. Par exemple, je vais dire que mes articles, ils ont encore une fois, je mets vraiment du background parce que c'est facile de voir la différence. C'est vraiment juste à titre d'exemple. Donc je vais mettre un background rose sur mes articles. Rien n'a changé encore. C'est parce que ma fiche de mon style n'est pas du tout importée. Là, au niveau de app, je vais faire import. Excusez-moi, import style.css. Donc là, vous voyez, j'ai importé mon style styles.css et on peut voir que mon article est maintenant rose.
Et de la même manière, je pourrais avoir, par exemple, une classe, j'en sais rien, point uppercase. Donc là. Et je dirais que text transform, je le mets en uppercase, comme ça. Et donc là, j'ai bien ma fiche de style qui a été importée. Et je pourrais dire, regardez, ma section devrait être en uppercase, pardon, comme ça. Voilà, maintenant tout est en uppercase. Là, vous vous dites, oulala, mais pourquoi c'est class name et pas juste classe? Eh ben, c'est parce que ça marche, classe. Ah bah, je savais même plus. Ah bah, vous allez, alors, c'est une grande surprise. Attendez, ça marche vraiment? Ok. Je savais même pas qu'on pouvait, j'imagine c'est une version récente de React, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Comme quoi, on découvre tous les jours. Pendant longtemps, on ne pouvait que écrire class name comme ça. Parce que class, vous savez, en JavaScript, vous avez le mot-clé class, parce que vous pouvez faire des classes en JavaScript. Et pendant longtemps, on devait écrire des class names comme ça. Mais là, aujourd'hui, j'ai appris que donc on peut... ils ont dû faire un genre de patch pour permettre d'utiliser juste classe. Très bien. Et donc aussi, on pourrait faire ID section. Et donc dans mon fichier CSS, je pourrais targeter section comme ça. Voilà. Et là que j'ai un problème d'imagination. On peut avoir un margin-top de 100 pixels. Margin. Hop là. Donc là, vous voyez que mon CSS s'applique correctement. Et ce qui est intéressant ici, c'est ça veut dire que par exemple, si on peut avoir une feuille de style même qui serait importée là dans votre index HTML. Je sais pas, par exemple, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette librairie, mais par exemple Bootstrap. Mais j'imagine que Bootstrap, elle offre une possibilité d'importer comme ça, comme des modules. Mais vous pourrez avoir une fiche de style existante que vous importez dans votre index et vous pouvez directement écrire les classes et les ID directement dans votre JSX, comme ça. Donc là, on a vu deux manières de faire pour styler votre application. Il y en a plein d'autres. Et quand je dis plein d'autres, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de librairies existantes. Notamment celle-ci, c'est ma préférée. Il y en a plein d'autres, il y a plein d'alternatives. Je ne dis pas que c'est la meilleure, je ne dis pas que elle va peut-être pas convenir à toutes les situations. Mais c'est une librairie que j'utilise, que j'ai beaucoup aimé utiliser, parce qu'elle vous permet de créer des composants, comme ici, là, elle crée un bouton. Et vous avez vu, après, vous pouvez réutiliser votre bouton plus tard dans votre JSX. Et à côté de ce bouton, vous pouvez écrire votre CSS. Donc, c'est-à-dire que vous avez votre composant, on appelle ça du CSS in JS, CSS in JavaScript. Je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent ça horrible. Il y a toujours des débats. Chacun son style, chacun sa personnalité. Là, je juge vraiment personne. Mais moi, j'apprécie beaucoup cette librairie. Et ce qui est bien, il y a aussi vous avez vu, il y a une façon de dire... en fait, là, ce que vous voyez, GitHub et documentation, c'est vraiment ces deux boutons-là. Vous voyez, ici, il y a un bouton qui est primary. Alors ici, primary, quand c'est une prop qui a aucune valeur à côté, c'est-à-dire que c'est un booléen et que ça sera toujours true. Et là, primary n'est pas spécifié. Donc vous voyez là que le code lié à primary, il va avoir un background blanc et une couleur noire. C'est exactement ce qu'on voit là à gauche. Et à droite, il y a le background transparent et la color white par défaut. Et j'adore vraiment cette librairie pour ça, parce que ça permet vraiment de créer des composants qui permettent d'avoir du CSS dynamique. C'est vraiment cool. Et ça permet plein de choses. Ça permet d'avoir des thèmes aussi. Enfin, je vous invite à lire la documentation si ça vous intéresse. Et comme je le disais, c'est pas la seule librairie qui permet de faire du CSS in JS. Il y en a d'autres. Peut-être parfois vous allez
aussi entendre parler des CSS modules. C'est aussi une alternative. Je vous invite vraiment à regarder. Je ne vais pas oublier, c'est dans le guide que j'ai écrit, qui est en anglais parce que toutes les documentations sont en anglais de toute façon. Je suis navré. Je liste pas mal de librairies que vous pouvez regarder quand vous aurez du temps. Ça, c'est pas mal, mais il y a peut-être un truc qui... vous avez vu là, moi quand j'ai commencé React, ça m'intéressait pas d'écrire du CSS. Parce que alors je suis pas du tout un expert CSS. Pas du tout. Mais voilà, quand j'apprenais React, j'avais pas envie de perdre du temps à rendre mon application belle. C'est pas que ça m'intéresse pas d'écrire du CSS, mais j'avais envie de mon temps que j'avais, le temps libre que je passais pour apprendre React, je voulais le consacrer à vraiment développer des composants React et à découvrir vraiment de tous les différents aspects de React. Et pour ça, il y a des librairies qui sont vachement bien, comme Material UI. Encore une fois, c'est un exemple. Il y a d'autres alternatives. Par exemple, tout à l'heure, on a vu l'admin de Shopify. Ils utilisent une librairie qui s'appelle Polaris. Il y a Ant Design aussi. Et tout ça, j'ai listé dans mon guide. Si jamais ça vous intéresse, en lien dans la description de la vidéo, vous pourrez voir différents librairies qui permettent... qu'est-ce qu'elles permettent justement, je vais vous montrer peut-être. Si on va dans la documentation, vous allez voir, c'est assez cool. Par exemple, je crois qu'il y a une carte. Oui, voilà, la carte. Vous voyez ici cette carte ici il y a un badge, il y a un titre, il y a du texte, il y a des logos, des icônes pardon, et il y a même des interactions et tout ça c'est stylisé, c'est super. Et avec Material UI, la promesse c'est que vous pouvez recréer ce genre d'interface, sans écrire une seule ligne de CSS. Ou peut-être un tout petit peu, parce que là c'est vraiment un design un peu complexe, j'imagine. Je vois qu'il y a ils ont un peu de CSS ici, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais sinon, vous pouvez voir que la carte ici, vous voyez, c'est ça, là, c'est le wrapper, il y a une card, il y a le card header, il y a l'avatar. Vous voyez l'avatar, il y a un avatar avec R. C'est exactement ça. Et je vous promets, j'avais jamais vu ce code avant aujourd'hui. C'est la deuxième fois que je regarde. Et c'est ça que j'aime bien avec React, tu vois, là il y a un card content, c'est assez explicite, j'imagine, c'est le contenu de la carte et on reconnaît le texte ici qui parle de paella. Et voilà, on peut voir qu'il y a une typographie, donc j'imagine c'est ce qui permet de styliser le texte. J'imagine, vous voyez, dans ce composant de typographie, d'ailleurs plein de logique pour dire on veut que ce soit un paragraphe de type P et qu'il ait ce genre de couleur, etc. etc. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool comme librairie. Et il y a plein, comme vous pouvez le voir, il y a plein de composants déjà disponibles, des boutons, des badges, des avatars, même des modals. On va aller regarder ça. Hop là. Wow, c'est Modalception. Mais il y a vraiment... Il y a tout qui est déjà pré-mâché, je dirais. Et ça vous permettra je me rappelle ma toute première application React, j'avais utilisé Material UI. Ça vous permettra de développer une application qui aura un joli style, qui sera agréable à regarder, agréable à utiliser, et que vous pourrez mettre dans votre portfolio, et ça c'est cool. Bien sûr, et comme j'ai dit, il y a Material UI, c'est du Material Design. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un design system créé par Google. Il y a d'autres alternatives si vous ne les aimez pas, Material Design, par exemple Polaris, vous pouvez aller checker sur Google si ça vous intéresse. Vous verrez, sinon, encore une fois, tout est dans le guide que j'ai écrit. Il y a quelque chose qui est très très courant, j'imagine, dans les applications, c'est le routing. Et là, ça va me permettre de parler un petit peu. On va faire pas coder tout de suite le routeur, on va juste dans l'application React un petit peu. Vous avez remarqué que
dans la documentation officielle de React, on parlait de bibliothèque ou de librairie JavaScript. Alors que par exemple, dans Vue ou Angular, ils parlent de framework. Et je pense que c'est important de comprendre la petite différence ici, c'est que React, c'est vraiment une librairie qui vous permet de faire à peu près ce qu'on a vu aujourd'hui. Entre autres, il y a bien sûr plein d'autres fonctionnalités. Encore une fois, allez regarder la documentation officielle pour toutes les découvrir. Mais React n'a pas de système pour aller demander à un serveur de fetcher des datas, par exemple. Alors que je sais qu'Angular, si je me rappelle bien, Angular a ça d'intégrer directement. Et Angular a aussi un système de routing intégré, alors que dans React, vous n'avez pas ça. Et donc là, ce que je vous propose, c'est on va utiliser React Router pour un peu voir comment faire du routing via une librairie externe. Donc c'est ça vraiment ce qui est important dans React, c'est que dans plein de cas, vous allez utiliser des librairies externes pour un peu, je sais pas si combler les trous, c'est un peu péjoratif, parce que ça voudrait dire que React manque. Non, c'est pas React manque de rien. React, il faut comprendre que c'est juste une librairie pour développer des interfaces utilisateurs et rien d'autre. C'est pas un framework web complet qui va vous permettre de développer toute une application de A à Z. Non, c'est vraiment juste pour faire des interfaces utilisateurs. Mais ce qui est bien, c'est que React a une forte communauté qui ont développé plein de librairies qui permettent toutes ces librairies mis bout à bout, vous allez avoir, ça vous permettre d'avoir une application plus que complète, qui n'a rien à envier aux autres frameworks. Alors là, si on était dans un projet sur ma machine, on utiliserait npm pour installer ce package. Mais là, on est dans Code Sandbox, on va juste utiliser leur petite fenêtre ici, là, cette petite section pour rajouter React Router DOM à mon projet. Donc là, c'est vraiment l'équivalent de comme si j'avais fait npm install. Et je vais juste copier ça. Là, ce que je viens de faire, je viens de rajouter React Router DOM à mon projet. Et maintenant, regardez, j'ai accès au React Router DOM dans n'importe quel composant. Là, je l'ai dans App. Mais je pourrais très bien aussi importer mon routeur. Ça n'aurait pas trop de sens. Mais je pourrais avoir mon routeur ici dans Hello. Et ce qui c'est ça, vous allez faire ça très souvent. Là, vous avez vu avec App, on peut importer des composants locaux. Mais comme je vous l'ai dit, vous pourrez importer n'importe quelle librairie. Vous pourrez aussi importer Lodash, vous pourrez importer des genres de librairies utilitaires qui n'ont rien à voir avec React. Vous pouvez importer ce que vous voulez, tant que c'est, je dirais qu'il y a un package disponible et qui sera dans vos node modules via npm ou yarn. Ça, vous faites ce que vous voulez. Et voilà. Et pareil, le composant Hello, on pourrait avoir aussi son propre directory components, son propre dossier qui contient des composants. Et au fait, j'appelle ça components, mais vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Je dirais la seule convention qu'on a, c'est que les composants, ils ont une majuscule. C'est la seule convention à respecter. Mais là, vous pourriez appeler ça composant. Moi, c'est juste, dans mon entreprise, on parle en anglais, donc je ne code jamais en français. Bref, on va revenir à la documentation de React Router. Et je vais tout simplement copier leur exemple parce que ça me permettra de parler de plein de choses via cet exemple. Hop là. Et là, vous pouvez voir, on a toute une nouvelle application. Là, tout notre ancien code, il a été remplacé par l'exemple de React Router. Et si on utilise leur application, vous pouvez voir ici, j'ai une page home à slash. Quand il y a slash about, j'ai le message about qui s'affiche. Et quand j'ai slash users, j'ai users qui s'affiche. Et donc, on va essayer de comprendre comment ça marche. Déjà, ici, il y a la partie navigation. Et vous pouvez le voir, toute cette partie navigation, elle est liée à cette balise nav
et qui contient une liste. Et au lieu d'avoir des... bien sûr, si j'ouvre cette application et qu'on inspecte, vous verrez que le HTML, c'est juste une encre avec un href. Mais ici, on utilise des composants link. Encore une fois, c'est parce que on ne peut pas simplement faire une encre et dire aller vers about, parce que on a besoin d'utiliser la logique de React Router ici. Là, encore une fois, il y a de la magie, il y a plein de logique qui va se passer en arrière-plan dans ce composant link qui va permettre de dire au React Router « Hey, on est dans une nouvelle page ». Parce que bien sûr, là, on est dans une single page application, encore une fois, rappelez-vous. Donc là, il n'y a pas de refresh de page, on ne communique pas à un serveur pour dire « Oh, est-ce que tu peux... quel est le contenu de la page /users ». Non, là, tout le routing se fait côté client. Et ce que ça implique, ça veut dire que là, quand j'affiche mon application, quand je demande, il va télécharger le document HTML. Ce document HTML, il va contenir un script qui va contenir ce qu'on appelle un bundle de toute mon application. Et dans mon application, il y aura tous mes composants et toutes mes pages, entre guillemets. Bien sûr, si vous allez dans la documentation plus avancée, vous pouvez voir que vous pouvez faire du code splitting ou même du server-side rendering, mais je reviendrai plus tard là-dessus. Donc revenons ici. Là, on a vu la navigation. Et là, ça devient un peu plus compliqué parce que là, c'est vraiment lié à React Router. On voit qu'il y a un switch. Et comme là, ce commentaire, il explique, le switch, il va regarder chaque route. Et dès qu'il va voir que si le path name ici de votre URL, il match, et il est égal, strictement égal à l'un de ces passes-là, il va s'arrêter et il va afficher donc l'enfant, le composant qu'il y a dans cette route. Et c'est là un truc qui est, je trouve, qui peut paraître déroutant au début si vous êtes, encore une fois, si vous découvrez le monde de React et surtout le monde des composants, c'est que ici, une route, c'est un composant. Et ça, je trouve ça, moi, personnellement, j'ai mis du temps à le comprendre, mais une fois que vous le comprenez, c'est vraiment, vraiment cool. C'est-à-dire que dans React, tout sera des composants. Peut-être pas forcément tout, parce que ça sera un mélange de hooks et de composants. Ça sera... c'est vraiment une... et encore, c'est comme ça que votre application sera architecturée, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, là, vraiment... on a sans trop, vous n'avez pas besoin de savoir. Bien sûr, c'est bien de lire la documentation de React Router et de savoir qu'est-ce qui se passe, mais moi, je me rappelle quand j'avais fait ma première application, j'avais vu cet exemple et je l'avais copié-collé. Bien sûr, je l'ai adapté à mon utilisation. Et vous demandez, mais qu'est-ce que c'est about, users et home? Ce sont aussi des composants, ils sont là. Et ça permet de comprendre une chose, c'est que dans un même fichier, vous pouvez avoir autant de composants que vous voulez, parce que des composants React, c'est juste des fonctions. Mais bien sûr, si vous commencez à avoir une grosse application, home, about et users, vous allez exporter ce code dans un répertoire components comme on l'a fait pour hello, list et name. Bien sûr, là-dedans, c'est juste un exemple, on va pas se compliquer la vie. On va simplement les écrire tous dans le même fichier parce qu'on veut vraiment juste montrer un exemple. Et je vais peut-être rapidement repasser ce que je suis allé un peu rapidement. Je vais juste rapidement ligne par ligne revoir ce qu'on vient de faire là dans cet exemple. Donc, on a installé une librairie qui s'appelle React Router DOM qui nous permet donc de gérer du routing dans une application React dans une page web. On importe 1, 2, 3, 4 composants de cette librairie. Le premier, c'est router. C'est browser router, parce qu'on est dans un browser, mais là, on l'a importé as router, on l'a juste renommé. Ce component, si vous lisez la documentation, c'est important qu'il englobe votre application.
Pas forcément toute l'application, mais au moins toute la partie là où vous savez qu'il y aura vous aurez besoin d'accéder au routeur. C'est-à-dire si vous avez à avoir des links ou des routes, vous avez besoin que vous ayez un parent commun qui enveloppe tous les enfants avec routeur. Dans plus tard, là, on a toute la navigation. Donc, ce sont tous les links qu'on a importés ici, donc qui permettent de créer donc la navigation. Donc, un link, c'est juste, comme on l'avait vu, c'est juste une balise A qui contient là, par exemple, /about. Donc, c'est cette balise A qu'on voit ici. C'est vraiment cette ligne-là ici. Ce composant ici va render une encre avec, et tout, ça va être passé à href. Et plus tard, on a un switch, encore une fois, qui est importé de React Router. Et ce switch, il va... Alors, si un jour vous êtes curieux, vous devez regarder comment ça fonctionne le switch, parce que c'est vraiment intéressant, parce qu'il va regarder tous ses enfants, un par un, et il va dire, attendez, mes enfants, est-ce qu'ils ont une property pass? Si je me rappelle bien, je crois que j'avais lu ça il y a longtemps, ça se trouve ça a changé entre-temps. Et je me rappelle qui va matcher par rapport au pass name dès qu'il y a une condition, enfin, c'est-à-dire que la condition est vraie, c'est-à-dire que pass est égal à ce pass name là, il va dire je m'arrête ici, je vais pas besoin de regarder les autres, et je vais afficher dans ce cas-là c'est about. Et là par exemple si je vais dans home, et ben il a dit c'est pas ça, c'est celui-là, et donc il va afficher home. Et voilà comment ça marche. Et là, ce concept-là, et après, c'est limite, je pense que ça va être la dernière, en termes de React pur, c'est le dernier concept que j'aimerais juste vous présenter. Ce concept de composition. C'est-à-dire que vous avez vu là qu'on a un composant qui wrap un autre composant qui lui-même wrap un autre composant. Et j'ai souvent parlé du terme parent-enfant. En anglais, on parle de parent et de children pour les enfants. Et je veux juste vous montrer un petit truc sympa. Imaginez ici, j'ai une property children. Et ici, je vais juste afficher children. Et si je retourne là, alors je vais tout simple, je vais réimporter hello from components. Ouais. Regardez bien. Si je vais, donc c'est home ici. Avant il wrappait, il s'auto-fermait, il était comme ça avant, home. Maintenant il a un enfant, donc il faut que je réécrive la seconde balise fermante. Et voilà, et là, vous avez vu, j'ai mon home qui affiche hello. Mais home, quand home a été déclaré, il n'a pas conscience de quel sera son enfant. Et children, c'est le dernier, c'est un peu comme key tout à l'heure. Là, c'est une propriété que tous les composants ont. Là, about, même si about n'en a pas, about n'a aucun enfant ici, techniquement, on pourrait accéder à children. Et c'est juste qu'ici, il va être vide. Donc si on essaie d'afficher children, ça ne va rien afficher, mais il n'y aura pas d'erreur qui va être déclenchée. Et ça, c'est vraiment ce côté de... Comment dire, ce côté de composition, c'est un truc très important. Vous allez voir, encore une fois, c'est pour ça que j'aime bien utiliser l'image des Lego. Vous allez voir imbriquer les composants les uns dans les autres. Voilà. Je pense qu'on va pas... c'est pas terminé, mais on va pas aller plus loin en termes de React. Si vous voulez vraiment, si ça vous intéresse, vraiment regardez. Soit vous pouvez me poser des questions dans les commentaires, ou me donner dire est-ce que je pourrais faire une vidéo spéciale sur le state, etc. Ou par exemple s'il y a d'autres hooks qui vous intéressent, je pourrais faire des vidéos là-dessus. N'hésitez pas à me demander.
J'aimerais juste avant, j'ai quelques autres choses à vous présenter. Par exemple, écrire des tests. C'est super important d'écrire des tests. Et même si vous êtes un développeur front-end, c'est très important d'écrire des tests. Et alors là, je ne vais pas vous faire peur, mais j'ai pris ce test, ce composant Hello, je l'avais pris sur la documentation officielle. Donc si vous allez dans la section des tests de la documentation officielle, vous allez revoir plus ou moins ce composant et vous allez voir ces tests-là. Et c'est un peu compliqué, mais on va essayer d'aller rapidement ligne par ligne. Juste pour que vous compreniez un peu comment, là, dans ce cas-là, j'écris des tests, si on pourrait qualifier ça de tests unitaires pour mes composants. Parce que oui, on peut écrire des tests d'intégration comme on peut écrire des tests unitaires pour une application React. Donc, comme d'hab, on importe React. Ici, il y a React DOM qui a une fonction de render et unknown component add node. On verra plus tard à quoi ça sert. Et il y a aussi React DOM, il a des utilités genre des fonctions qu'on peut utiliser pour écrire des tests, pour faciliter l'écriture de tests. Il y a Act, on va revenir là-dessus. Et là, bien sûr, j'importe Hello. Hello, c'est ce composant qu'on a fait au tout début là. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Jest, mais c'est ce qu'on est en train d'utiliser. Peut-être faire une petite recherche. C'est ce framework-là. C'est un framework de test. C'est ce qu'on est en train d'utiliser là. C'est ce qui permet d'avoir toutes ces notations bizarres de describe et hit. Si vous n'êtes vraiment pas familier avec les tests, je pourrais faire une vidéo séparée là-dessus. N'hésitez pas à me demander. Ça me permettra de réviser aussi parce que c'est facile à utiliser, mais je ne sais pas si c'est pas aussi simple de l'expliquer avec des mots simples. Ça sera un exercice intéressant. Et là, vous pouvez voir, là, il y a déjà des commentaires. C'est les commentaires de la documentation React. Avant chaque test, avant chaque test, on va préparer un contenant, un container. Et on va ajouter ce container à notre... donc c'est une div et on va l'acheter à notre document. Parce que Jest, il va... Pareil, en arrière-plan, il va simuler une page web avec un document. Parce que là, en fait, il n'y a pas de page web quand on a ce test qui se déroule. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les tests JavaScript, mais il n'y a pas de page web qui existe. Il n'y a pas de navigateur web. On est dans Node, en théorie. On est dans un environnement de type Node. Et là, on va simuler... Donc, il y a... Jest va simuler le document. Et on dit à ce document de rajouter un container. Et de ça avant chaque test. Donc ça, c'est un test. Ça, c'est un test. Et après chaque test, on nettoie en fait. Il va dire, on va unmount et on retire le container et on met container à nul. Et après ça, à chaque fois s'il y a un nouveau test, on recommence ici. Si vous n'êtes pas familier avec le terme unmount, je vous ai souvent parlé de render, de re-render quand on parlait de React. Mais là, il y a aussi mount et unmount. Si vous lisez la documentation, c'est des termes qui vont souvent revenir. Avant de render un composant, il est d'abord mount. Et quand, par exemple, si on retourne dans le browser ici, là, vous avez... Là, quand je vais cliquer sur... excusez-moi, là, quand j'ai cliqué sur user, il a d'abord React, il a mount le component user et après il a render. Et là, quand je clique sur about, il va unmount user et il va mount about et render about, etc. C'est un peu le cycle de vie d'un... Ce que je viens de dire, c'est je viens d'essayer d'expliquer le cycle de vie en version très simplifiée d'un composant. Encore une fois, je survole parce que c'est... Encore une fois, n'ayez pas peur, des fois vous allez rencontrer des trucs, des concepts un peu compliqués. Par exemple, si vous venez de découvrir React et vous n'êtes pas familiarisé avec les tests,
c'est important d'écrire des tests, mais voilà, faites-le petit à petit. C'est pas grave si vous comprenez pas tout d'un coup. Bref. Et là, donc, juste pour vous dire, pour vous montrer, là, j'ai mon test. Et ben, je dis, ben, il affiche un message quand il n'y a pas de name. C'est-à-dire qu'il va afficher salut étranger. Vous voyez, hello, il n'a pas de prop ici. On render hello. Il n'a pas de prop. Et je teste que le contenu, le text content, donc le contenu de mon container, est-ce qu'il y a salut étranger. Et donc, mon test, il passe. Donc, mes 2 tests, là, ils passent. Donc, c'est que c'est bon. Et là, Sylvain, je passe Sylvain et ça doit afficher bonjour Sylvain. Donc si je remplace Sylvain et j'en sais rien, je fais une typo, normalement on devrait avoir voilà, un fail et un qui passe. Et on voit là celui-là, on voit là qu'il y a expected et receive. On voit que ça n'a pas marché. Et ça, c'est super important d'écrire des tests. Et vous allez peut-être... ça peut vous paraître très lourd comme notation. J'avais trouvé, pour être honnête, j'avais jamais utilisé là cette notation là avec. Je savais même pas que React DOM il exposait ce genre d'utilité. J'avais jamais vu ça, ça peut paraître très lourd, mais vous inquiétez pas, il y a des librairies comme React Testing Library qui vous permettent de simplifier grandement vos tests et ça va vous donner énormément d'outils pour tester votre application React. On va pas rentrer dans le détail, mais si vous êtes intéressé, je vous conseille de regarder cette librairie. Et bien sûr, vous allez pouvoir écrire des tests unitaires comme ça un peu pour vos composants, mais vous pouvez avoir des composants, par exemple, on pourrait avoir un test pour app.js, et ça serait un genre de test d'intégration qui teste le routing, etc., qui clique sur les liens et qui dit, quand j'ai cliqué sur le lien about, et ben, j'ai ma page about qui s'affiche. Ou rappelez-vous de la première version de notre app avant qu'on supprime tout. Il y avait un input et qui disait si j'écris Sylvain dans l'input, j'ai bonjour Sylvain qui s'affiche. Vous voyez, on pourrait avoir ce genre de test d'intégration. Et React Testing Library, c'est vachement bien pour ça. Parce que en plus, React Testing Library, ça vous permet de tester vraiment le DOM, comme si vous testiez le document HTML comme un utilisateur. C'est vraiment une très bonne librairie, je trouve. Je ferme ça. Maintenant là, j'ai 2 parties encore à parler. Ça va être très rapide, là ça va être vraiment juste du blabla, vous pouvez vous relaxer. C'était très long. Mais j'espère que c'était assez clair. Là pour finir, je vais juste un peu donner des petites idées si vous voulez continuer. Là jusqu'à maintenant, vous avez vu qu'on a utilisé Code Sandbox pour créer nos applications. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser ça si vous allez sur Code Sandbox. Alors moi je suis logué là. Peut-être que plutôt aller sur... Ouais voilà. Ça c'est la page principale. Et vous pouvez cliquer ici. Ou là c'est React, là JavaScript, Vue, Angular, whatever. Vous pouvez créer votre Code Sandbox. Et regarder un peu comment ça fonctionne. C'est vraiment simple. Genre, je pense que c'est la manière la plus simple et directe de créer une application React, c'est d'utiliser Code Sandbox. Sinon, il y a vraiment cet outil qui est merveilleux. C'est ça qui m'a fait aimer React. Parce que quand je me rappelle à l'époque d'Angular 2, c'était super compliqué, je trouvais, de setup son projet. Et Create React App, c'est un outil qui vous permet en une commande de générer un projet React. Et pour info, c'est ce qui se passe dans votre app. Maintenant, j'ai perdu la... Laissez-moi juste revenir. Vous voyez ici, c'est écrit React Script dans mes dependencies de mon projet Code Sandbox. React Script, c'est Create React App. Et Create React App, pour simplifier, ça va vous créer tout un environnement qui va utiliser Babel, Webpack, ESLint et sûrement plein d'autres choses. Et c'est ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin, surtout si vous êtes débutant et si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de comprendre. Create React App, je vous invite juste à lire un peu la documentation, vous verrez. Là, c'est vraiment, ils insistent là, less to learn, moins à apprendre et only one dependency. Vous n'avez pas à
Vous n'avez pas 15 000 choses à installer et à paramétrer. C'est super straightforward, super direct, pardon. C'est vraiment cool. Pour faire des single page applications, c'est vraiment parfait. Je vous invite vraiment à utiliser Create React App pour pratiquer. Ou si vous voulez le faire sur votre machine directement, sinon vous pouvez le faire directement via Code Sandbox. Et au fait, vous pouvez connecter Code Sandbox à votre GitHub et committer, etc. Enfin, c'est assez cool. Sinon, vous vous rappelez, là je disais que React, c'est juste une librairie JavaScript. Il existe des frameworks qui sont basés sur React et que vous pouvez utiliser pour développer des sites un peu plus complexes et pas juste des single page applications. Par exemple, il y a Gatsby. Vous vous rappelez, je vous ai montré un store au début, il est fait avec Gatsby. Et c'est vraiment cool. Ce serait vraiment trop long d'essayer d'expliquer. Mais par exemple, avec Gatsby, qu'est-ce que vous pouvez faire ? J'ai vu des gens faire des blogs avec Gatsby. J'ai vu des gens faire des portfolios ou des sites un peu comme des CV. Par exemple, mon site à moi, c'est un site fait avec Gatsby. Là, ce que vous voyez en ce moment, c'est un site que j'ai développé avec Gatsby. Donc tout ça, si vous allez sur mon GitHub, tout est open source. Là, j'ai mon projet Shaman Gatsby. Et vous pouvez voir, par exemple, j'ai des pages. Et j'ai mon page index. Et vous voyez là, on reconnaît l'introduction qu'on a vue tout à l'heure. Je suis de I'm from France, etc. Et vous voyez que j'utilise des components de paragraphes parce que c'est des style components d'ailleurs qui sont stylisés, etc. Et ça m'a permis. Vous avez encore une fois là, quelqu'un qui n'a pas d'expérience en React, je pense que qui a quand même des connaissances un peu en JavaScript et en HTML, il peut comprendre ce qui se passe ici. C'est assez direct, je pense. Et Gatsby, ça permet bien plus de choses que ça. Il y a vraiment, comme j'ai dit, vous pouvez faire des blogs, vous pouvez lire des fichiers Markdown, vous pouvez connecter ça à un WordPress. Par exemple, vous pouvez avoir WordPress en back-end et avoir Gatsby qui va utiliser l'API de WordPress pour afficher vos articles. C'est vraiment super puissant. L'intérêt qu'il y a de Gatsby, c'est que vous pouvez c'est pas une single page application à la fin. Vous allez avoir des fichiers statiques. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est la Jamstack. C'est vraiment là, c'est vraiment, on rentre dans des rabbit holes, comme on dit en anglais. Là, on va des poupées russes. Il y a plein de termes qui vont. Là, il va y avoir une avalanche de termes. Je suis désolé. Mais ce qui est bien avec Gatsby, donc là, cette Jamstack, c'est que ça crée un site statique. Je crois, je ne suis pas sûr. Dans mon enfance, quand j'étais un jeune développeur web, on parlait de Jenkins, je crois, pour faire des sites statiques. Vous voyez Gatsby comme une alternative à Jenkins. C'est vraiment cool. Et j'imagine que ça doit permettre plein d'autres choses. Ça utilise GraphQL. Vous pouvez, c'est vraiment, vraiment cool. Il y a un autre framework qui s'appelle Next.js qui peut permettre aussi de faire des sites statiques comme Gatsby, mais il permet aussi de faire du server-side rendering et plein d'autres choses. Encore une fois, donc avec Next.js, vous pouvez développer des applications et des sites, aussi avec Gatsby. Vous pouvez développer des applications beaucoup plus très complexes. Et personnellement, j'ai jamais utilisé Next.js, mais j'en ai entendu beaucoup de feedback positif. Et ce qui est bien, par exemple, avec ces deux frameworks qu'on vient de voir, je ne sais pas si vous voyez ici, si j'affiche, peut-être pas, là ça va être un peu compliqué parce que c'est dans une code sandbox. Mais si vous vous rappelez, j'ai plus le lien, j'ai fermé le lien malheureusement, mais c'est pas grave. Si vous vous rappelez de la single page application qu'on avait vue au début, je vais quand même essayer. Afficher. Comment on fait ? Peut-être que je dois quitter le mode. Voilà, view page source, excusez-moi. Là, vous voyez, là c'est la page source de ma page. Et si je vais dans root, si je cherche, root c'est notre ID. Il est là. Vous voyez, root, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas du tout. Parce que le JavaScript n'a pas été exécuté ici. Là, c'est vraiment juste le document HTML brut. C'est la page source de notre application. On voit pas users, on voit pas. Je m'attendrais à voir salut l'étranger, mais on voit pas du tout. Donc ça, c'est pas terrible. C'est un défaut des single page applications, c'est que tout est render côté client.
Alors qu'avec Gatsby et Next.js, justement, vous pouvez avoir des solutions optimisées pour les SEO. Mais c'est vraiment, le SEO, c'est une partie infime de ce qu'offrent des frameworks comme Next.js et Gatsby. Et vous voyez, alors Gatsby, ça va générer des fichiers statiques pour chacune de vos pages. Donc des fichiers, ça sera pre-render, on dit. Je pense qu'on dit comme ça. Et avec Next.js, il y a même, vous pouvez faire du server-side rendering. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, là, je parle basé sur mon expérience. Quand j'avais débuté ma carrière, je faisais du PHP, beaucoup de WordPress et un peu de Symfony. Et donc, PHP, c'est un langage qui est exécuté côté serveur et qui permet de... vous allez avoir un genre de template fait en PHP qui va générer, côté serveur, votre document HTML. Et donc, quand le navigateur Internet, il envoie une requête au serveur, le serveur va renvoyer directement le document HTML. Alors qu'avec une single page application, le document, on va avoir ce document-là qui est vide, et ensuite, on va télécharger le bundle JavaScript et l'exécuter, et ensuite, on va pouvoir afficher l'application. Donc, dans les deux cas, il y a des pour et des contre. Je ne dis pas que c'est vraiment, ça dépend de vous, quoi. Ça dépend de vous, ça dépend de votre personnalité, de votre expérience, ça dépend du projet, du type de projet sur lequel vous travaillez. C'est vraiment de la culture de votre entreprise. Il y a plein de paramètres qui vont entrer en compte pour savoir quel type de technologie vous allez utiliser. Et au fait, il y a aussi, si on retourne rapidement, on retourne dans la documentation officielle de React. Je crois que ajouter React à un site web. Là, on a montré comment développer un peu from scratch depuis from scratch, c'est-à-dire depuis rien du tout, des applications ou des sites web. Sachez que vous pouvez ajouter React à un site web existant. C'est pour ça vraiment que je vous incite à lire vraiment la documentation. Elle est en français en plus, la documentation de React. Je conseille, c'est important je pense de parler anglais parce que la majorité des ressources, toutes les librairies que je vous ai montrées, la plupart des documentations sont en anglais, mais c'est aussi possible de, comment dire, attendez, je vais me ressaisir. Je reprends à zéro. Là, la documentation officielle est en français, mais malheureusement, le reste des documentations, c'est souvent en anglais. Mais c'est pour ça que si vous débutez, ce qui est cool, c'est que au moins la doc officielle, elle est en français. Ça vous permet au moins d'avoir c'est plus accessible, surtout quand vous ne connaissez pas. Vous inquiétez pas, moi, mon anglais est vraiment pas terrible. Mais avec l'expérience, j'ai appris à lire des documentations en anglais. Ça rentrera, parce que ce sera souvent les mêmes mots-clés, vous verrez. Puis il y a toujours Google Translate qui peut vous aider. Bref. Et là, avec ça, vous pouvez ça vous montre comment ajouter React et même utiliser JSX dans un site web. C'est vraiment cool. Donc c'est ça. Et en termes là, j'en suis presque à la conclusion, c'est quand est-ce qu'il faut utiliser React? Honnêtement, il y a plein de réponses possibles. Vous avez peut-être pas tous les projets, pas tout n'est pas. On peut tout faire avec React de nos jours, je pense, parce qu'avec Gatsby et Next.js, ça vous offre tout. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais vous pouvez même faire du React Native. Vous pouvez écrire des applications mobiles avec React Native. Et ça, c'est Learn Once, Write Anywhere, c'est une promesse de React. Alors que par exemple Angular, je crois qu'ils disent Write Once, Use Anywhere. Je crois qu'ils disaient ça à un moment. C'est-à-dire écrivez une fois, utilisez partout. Alors qu'avec React, c'est vous apprenez une fois et après vous pouvez écrire partout. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une code base qui est utilisée pour tous vos projets, enfin pour toutes vos applications. Genre vous n'allez pas avoir une application qui va à la fois être disponible sur le web et sur mobile. Mais là, vous pouvez avoir ce que vous avez appris pour développer des applications web, vous pouvez le réutiliser ces connaissances pour développer des applications Android et iOS via React Native. Et par ailleurs, je vous conseille de regarder expo.io. J'ai aucune expérience avec React Native. J'ai utilisé vraiment qu'une fois pour le fun. Et j'avais utilisé expo.io. Et c'est comme ça que j'avais
c'est React Native et c'est vraiment, vraiment cool. Et vous rappelez, je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait utilisé React DOM pour render notre application. Je sais pas si vous vous rappelez là. Il est là, mais je vais peut-être vous montrer. Là. Ici, ce React DOM là, on utilisait React DOM pour render notre app. Donc là, le DOM, c'est vraiment lié au web, à l'environnement du web. Vous voyez, dans React Native, eux, ils ont pas React DOM parce qu'une application native, c'est une vraie application native pour le coup, là, qui va être sur iOS ou Android. Où il y a aussi une version... Expo permet même de faire du web, c'est la folie. Mais là, vous voyez, la text et view, view, vous voyez ça un peu comme une div et texte comme un paragraphe. Si je peux simplifier ça comme ça. Et vous voyez, c'est du JSX, vous allez pouvoir avoir du state et tout. Je sais même pas si... Ok, là, je fais une totale improvisation, j'avais pas prévu de faire ça. Mais regardez, j'imagine que je peux avoir un const. On va avoir un count, set count égale react.useState. Comme ça. Et c'est 0. Et voilà, j'affiche le count ici. Et il s'affiche. Et je sais pas comment on peut faire des clics. Mais vous voyez, imagine on pourrait avoir des boutons et faire des +1, set count quelque part. Je sais pas si... Est-ce qu'on peut? On, click. Je ne pense pas. J'imagine... set count... Est-ce que ça marche? C'est totale improvisation, c'est horrible. Faut jamais faire ça. Oula. Ah, ça marche. Donc je peux faire count plus 1. Donc la valeur de count, donc faut pas, on mute pas count. Vous vous rappelez, on en a vu ça au début. On veut pas changer la valeur de count. On utilise le set. Et là, regardez, hop là. Et je vous jure, c'est une totale improvisation. Mais et ça, c'est beau. Et ça, c'est une application que je pourrais exporter et publier sur iOS ou Android. Et ce qui est bien avec Expo, j'imagine là, il va y avoir un genre de simulateur. Oh là là. Ça marche dans le web. C'est beau. J'imagine il y a un tout petit peu de temps pour charger. C'était pas prévu cette petite démonstration, mais c'est pas grave. On est là pour découvrir. Ah, et là, donc j'imagine, on a un genre d'émulateur. Comment dire Android. Alors, je peux pas cliquer, mais j'imagine, je sais pas. Il doit y avoir des. On va pas perdre du temps là-dessus. Et je crois que ouais, vous pouvez scanner avec le QR code et le voir sur votre device. Enfin, c'est fou. Expo, c'est vraiment bien. Si vous voulez faire du React Native. Mais je vous conseille, avant de toucher à React Native, faites-vous les dents sur React dans le web, React.js. Vraiment. Ouais, donc voilà, allez voir React.js et il y a toute la documentation, des tutoriels, enfin tout ce qu'il faut. Je vous le mettrai en lien en description. Donc en description de la vidéo, je vais vous mettre le lien vers la documentation de React et je vous mettrai aussi ce petit guide qui est, désolé encore une fois, tout est en anglais. Mais c'est un peu, voilà, je crois que ça va faire 3 ou 4 ans que je fais du React. Et c'est un peu une liste de tous mes marque-pages favoris et ce que j'ai utilisé pour apprendre React. Et concernant React, ah oui, excusez-moi, juste avant un petit peu, à la fin de ce guide, vous voyez, tout ça c'est que des ressources gratuites. D'abord, on parle en première partie, on parle de JavaScript, mais si vous êtes confortable dans le JavaScript, vous pouvez directement sauter à React. Et je parle un peu de tout, je parle même un peu d'historique de React, parce vous verrez, il y a des petites choses que je vous ai cachées, parce que je voulais pas vous embrouiller trop, mais genre les class components, mais c'est un peu une manière, une vieille manière de créer des composants. Je voulais pas vous le montrer, parce que je voulais pas vous embrouiller, mais ça vaut le coup de regarder la documentation officielle pour voir comment c'était fait. Je parle de tests, je parle de styliser vos applications, etc. Et à la fin, je mets des cours payants
de Wes Bos et Kenzie Dodds. J'ai fait ces cours, je vous les conseille vraiment. Ça coûte un peu cher, mais vous voyez avec votre employeur si vous pouvez vous le faire rembourser, je ne sais pas, mais ça vaut vraiment le coup. Les cours React, surtout les Kenzie, c'est un cours qui va tout couvrir pour que c'est un débutant ou même un expert, ça va tout couvrir. Wes Bos, il a plusieurs cours que pour les débutants et pour les gens un peu plus avancés. Et pour terminer, ça sera vraiment la fin. Il y a React Newsletter, c'est disponible sur Twitter, mais c'est aussi disponible en tant que newsletter. Ça vaut le coup, je pense. Je pourrais faire toute une vidéo là-dessus, c'est comment je me tiens un jour sur le web. Dites-le moi si ça vous intéresse. Mais je pense entre la documentation officielle qui a son propre compte Twitter et aussi son propre blog et cette newsletter qui est aussi disponible sur Twitter, je pense que c'est une bonne source de renseignements pour voir un peu c'est quoi l'évolution de la librairie React. Voilà, ce sera tout. C'était long. C'est la première fois que je faisais ce genre de vidéo, donc dites-le moi si vous avez des feedbacks, s'il y a des choses qui vous ont pas plu, dites-le moi. Et envoyez-moi tout feedback ou si vous avez des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, faites-le moi savoir. Merci d'avoir regardé.